Un gros bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Sonia Parmar, je suis la vice-présidente des affaires réglementaires et gouvernementales. Merci infiniment d'avoir pris le temps de vous joindre à notre webinaire aujourd'hui. Je suis très contente d'être parmi vous. Nos sessions présentées ce matin ont offert des informations précieuses sur les exportations vers l'Asie et les États-Unis. Ces présentations tenues en anglais seront disponibles dans le courriel de suivi que vous recevrez après le webinaire. Et nous allons aussi enregistrer cette session et la partager après le webinaire. Donc, ici à l'Association canadienne des aliments de santé, ou bien CHFA, notre mission est de favoriser la croissance et le succès de l'industrie des produits naturels, biologiques et de bien-être. Nous savons que l'expansion de votre entreprise dans des nouveaux marchés apporte des opportunités, mais aussi des nouveaux défis. Alors, nous nous engageons à offrir des contenus éducatifs de qualité, comme le webinaire aujourd'hui, car nous croyons que vous fournir les bons outils et les connaissances appropriées est essentiel à votre réussite. Que vous cherchez à vous développer, à diversifier vos offres de produits ou à naviguer dans les réglementations complexes du marché, nous sommes là pour aider nos membres à faire prospérer leurs activités en toute confiance et en conformité. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de la CHFA, je vous encourage vivement à rejoindre notre communauté. L'adhésion vous offre la porte à une multitude d'avantages conçus pour vous soutenir à chaque étape de votre parcours. Et pour en savoir plus, contactez-nous à info@chfa.ca ou visitez notre site web à l'adresse chfa.ca. Alors, avant de céder la parole à nos experts, je tiens à vous informer les points suivants. Donc, vos microphones resteront en mode silencieux, mais nous prendrons le temps de répondre aux questions à la fin de chaque session ou à la fin de cette session. Pour poser une question, veuillez utiliser la fonction de questions et réponses. Alors, Q&A, nous ferons de notre mieux pour répondre à chacune d'elles. Et si nous ne pouvons pas répondre à votre question en direct, nous verrons à vous recontacter après la session. Nous vous prions également de respecter nos intervenants et nos invités en posant des questions pertinentes au sujet abordé aujourd'hui. Et avec ça, je vous laisse maintenant la parole à ma collègue Jules Gorham. Merci. Merci Sonia, merci tout le monde d'être là avec nous, les gens qui vont nous réécouter un petit peu plus tard sur la gravation. Merci d'être là. Je m'appelle Jules, comme Sonia a dit, je suis la directrice des affaires réglementaires et les polices ici au CHFA. Nous avons l'honneur, vraiment, privilège, honneur de compter parmi nous aujourd'hui des experts du gouvernement du Québec et de la communauté québécoise. Notre première conférencier est Sandrine Hervé, conseillère en développement de marché pour le Canada au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et l'Alimentation de Québec. Madame Hervé est un passionné de l'alimentation ayant débuté son parcours par un diplôme en cuisine d'établissement. Je pense qu'on a été à même école, Sandrine. On pourrait en parler un petit peu plus tard. Elle a ensuite obtenu son baccalauréat en économie et politique à l'Université de Montréal et travaille depuis 7 ans en tant que conseillère à la direction de l'accès au marché du MAPAC. Elle a occupé diverses fonctions telles que coordinatrice de programmes d'aide financière et conseillère en intelligence d'affaires. Elle travaille à présent à accompagner les entreprises bioalimentaires québécoises dans leur démarche de développement dans le reste du Canada. Alors, merci d'être là, Sandrine. On vous passe l'écran, micro et tout, et on écoute. Bonjour. Donc oui, je vais vous partager ma présentation. Donc, voici. C'est bon. Donc, oui. Donc, effectivement, mon nom est Sandrine Hervé. Je suis conseillère en développement de marché pour le Canada.
Je vais vous faire... Oui? On le voit. Là, oui. Là, oui. Oui? OK. Bon, parfait. Pour faire un court plan de ma présentation, je vais vous présenter l'offre de service de la direction au marché pour laquelle je travaille. Je vais vous parler brièvement du marché canadien. Je vais aller au... Je vais traiter un peu de quelques points pour voir si vous êtes prêts à développer ce marché-là, quelques occasions d'affaires dans les provinces, puis je vais faire le calendrier de nos activités pour cette année au Canada, ainsi qu'une présentation de notre boîte à outils qui devrait vous aider. Pour faire la présentation là, de l'offre de service, notre direction a plusieurs services, plusieurs équipes qui travaillent notamment dans l'intelligence de marché. Donc, notre équipe d'intelligence de marché peut produire des rapports d'intelligence d'affaires si vous correspondez aux critères d'admissibilité. C'est vraiment personnalisé sur vos besoins. Donc, il y a différentes données. Puis ça, c'est pour les marchés internationaux également, pas juste pour le Canada. On fait aussi des publications qui peuvent être sur des pays spécifiques ou encore sur des secteurs alimentaires. On en a fait notamment sur les petits fruits, sur les boissons santé, ce genre d'éléments-là. Donc, on fait des publications hebdomadaires aussi avec l'Écho des marchés qui publie chaque semaine, qui fait une veille de toutes les nouvelles. Ensuite, au niveau de la renforcement de la fonction de commercialisation, on offre des formations, des séminaires, différentes publications qui vous montrent c'est quoi les outils, dans le fond, à avoir pour développer votre marché. Ensuite, le plus gros de notre travail se passe dans la création d'occasions d'affaires. Donc, notamment, moi, je travaille pour le Canada, donc je vais accueillir des acheteurs qui viennent d'autres provinces ici au Québec, puis ils vont rencontrer des entreprises, ils vont visiter aussi des lieux des entreprises. On va organiser aussi des rencontres d'affaires qui se passent à l'extérieur du Québec. Ça peut avoir lieu dans le cadre de salons professionnels, le CHFA, par exemple, le CIAL, ce genre de salon-là. Puis, on va aussi faire des missions commerciales sur mesure, dont j'en ai une qui s'en vient, je parlerai plus tard, mais qui s'en vient en février prochain. Ou des missions ministérielles. À ce moment-là, c'est le ministre lui-même, la montagne, qui va se déplacer dans un pays, puis politiquement faire part de l'intérêt là, de nos entreprises québécoises d'exploiter ce marché-là. Donc, ensuite, aussi, on fait de la promotion de l'offre bioalimentaire. Ça se fait par une vitrine promotionnelle dans différents événements aussi à l'extérieur de la province ou dans le reste du monde. On a des bureaux du Québec à travers le monde qui nous aident à faire rayonner les entreprises québécoises. Puis, on a le répertoire aussi des aliments québécois. Toutes les entreprises qui sont membres de GS1 peuvent simplement cocher une case. Puis, c'est un répertoire public que les acheteurs peuvent utiliser pour voir les produits spécifiques que les entreprises ont. Ensuite, on a la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, la SNAC. Ça, c'est une autre équipe de notre direction qui s'occupe de ça. Puis, c'est pour tout ce qui est institutionnel au Québec. On travaille sur les deux parties, l'offre et la demande. Donc, on aide autant les hôpitaux, les services de garde et tout ça à se munir de cibles d'approvisionnement local, autant qu'on aide les entreprises à rentrer dans les appels d'offres. On a aussi un partenariat de longue date avec Aliments du Québec, dont un nouveau programme depuis presque un an qui s'appelle Soutien individuel d'accès au marché, qui offre de l'aide financière pour développer la grande distribution au Québec. Puis, on a soutien financier aux entreprises et accompagnement. Ça, c'est plus à l'extérieur de la province. Donc, on offre des aides individuelles et collectives par le groupe Export agroalimentaire. L'aide individuelle, ça va passer par le programme de soutien aux exportations bioalimentaires qui est présentement fermé, mais c'est des aides financières substantielles pour le développement de marchés à l'extérieur de la province. Puis collective, ça, c'est notre partenaire clé dans la plupart des salons commerciaux qui va organiser, dans le fond, toutes sortes, des kiosques, des pavillons avec les entreprises. Puis nous, on va les accompagner pour recruter des acheteurs et rencontrer les entreprises. On offre aussi service conseil aux entreprises, donc c'est une grosse partie de mon travail aussi. Je vais accompagner individuellement des entreprises, les conseiller, etc. Fait que ça, c'est pour l'offre. Pour le marché canadien, je vais essayer d'y aller très brièvement. Donc, c'est quand même un marché d'importance. En 2023, on parle de 167 milliards de dollars pour le marché bioalimentaire. Plus de la moitié des ventes des entreprises québécoises bioalimentaires se passent en dehors de la province, donc 56 dont 25 qui s'en vont vers les autres provinces.
Si on regarde un peu par province, l'Ontario demeure le partenaire principal avec 58 Ça, c'est des données internes, là, parce qu'on s'entend, il n'y a pas de douane. C'est une grande estimation de notre part, mais c'est un bon indicateur. Ensuite, malgré la proximité, les provinces atlantiques, ça représente juste 11 Il y a des enjeux, là, évidemment, de logistique avec tout ce qui est transport par bateau à prendre en considération. Puis les provinces de l'Ouest, quand même, c'est 31 on va traiter un petit peu brièvement plus tard de certaines provinces. Pourquoi viser le marché canadien? Bon, ça va de soi, on a la même monnaie, donc il n'y a pas cette insécurité-là par rapport au taux de change. Il y a pas d'entrave douanière, pas de paperasse à remplir. Il y a de la paperasse à remplir, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais pas autant qu'une douane. La proximité du marché, donc les frais de transport sont beaucoup moindres. Institutions, normes et règlements similaires, malgré qu'il y a certaines différences très, très légères, là, dépendamment de catégories de produits, comme notamment, je pense à la consigne au niveau des bouteilles qui a changé récemment là, en Ontario, mais qui avant était plus difficile. Euh, Puis ça va de soi, c'est la première démarche à l'exportation, c'est un tremplin pour ensuite aller vers d'autres, marchés comme les États-Unis qui sont aussi un marché de proximité. C'est un bon laboratoire pour tester l'intérêt des consommateurs. Ça va de soi que les Québécois, c'est un peuple francophone, donc ça reste très distinct d'un peuple anglophone. Donc c'est un bon test pour voir si vos produits, le nom, le type de produit, ça correspond un peu à ce que cette clientèle-là recherche. Hem, Puis, aussi, ben, ça va de soi, il y a une stabilité économique et politique. On n'a pas de guerre ici, donc on est bien. L'accord de libre-échange aussi canadien, ça c'est dans le fond, c'est entré en 2017. C'est des, règles commerciales qui empêchent les gouvernements, provinciaux de mettre des entraves au commerce intérieur entre provinces. Puis le potentiel économique du marché, on l'a vu, c'est un gros marché quand même. Hem, c'est aussi un marché qui est diversifié. Donc, on a une forte immigration internationale. L'immigration est plus jeune que la population moyenne. C'est des plus grandes familles également. Puis, ça fait en sorte que ça influence les Canadiens. Donc, 52 des 18 à 34 ans aiment consommer de la nourriture d'autres pays. Hem, Puis, si, c'est aussi une population au Canada en majorité urbaine, 82 en 2022. Les consommateurs sont aussi en général soucieux de leur santé, de l'achat local, de l'environnement. Puis si on regarde vraiment vers l'ouest, il y a une grande croissance des familles plus élargies, là. Hem, Là, on voit un peu par province, c'est quoi la minorité visible, c'est quoi le pourcentage. Le Québec est quand même très faible là, comparativement à l'Ontario, puis à certaines provinces de l'Ouest. Puis on peut aussi voir, lors du recensement en 2021 là, les origines, de ces immigrants-là. Donc ça aide aussi à savoir le type de produit qu'ils pourraient rechercher. C'est aussi un marché qui est concentré. Donc au, Canada, on a 5 géants qui représentent 75 du marché du détail. Donc, George Weston qui est dans le fond, tout ce qui est, Loblaws, Maxi ici au Québec. On a Costco, on a le Empire Group qui est Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy, Longo's, Rachel Berry, et cetera. On a Walmart, évidemment, puis on a Metro qu'on connaît bien ici au Québec. Donc le 25 restant, c'est 6 900 indépendants puis 27 000 petits magasins de proximité. Ce que ça fait, un marché concentré, ça veut dire qu'il y a des pratiques d'affaires un peu plus standardisées, mais il faut être prêt à travailler sur des grands réseaux. Si, mettons, on prend, le groupe Empire, Sobeys, ça se peut que si on vous demande d'être national, ça soit le 850 magasins, heu, d'une shot. Donc ici au Québec, par contre, il y a quand même une différence. Souvent, les sièges sociaux sont divisés. Donc, si vous faites affaire avec ces acheteurs-là au Québec, c'est pas nécessairement les mêmes acheteurs. Il va falloir recommencer la démarche, mais ça aide d'être listé chez ces gens-là, au Québec parce que ça vous permet ensuite de plus facilement transiter. Oups là, OK, voilà. Voilà. Donc, c'est aussi un marché numérique, la pandémie a joué un grand rôle là-dessus, mais on a une bonne hausse des ventes en ligne. 26 des Canadiens font leur épicerie en ligne au moins une fois par mois, mais ça reste seulement 7 une fois par semaine,
et tout. Les boîtes repas, ça a quand même eu une décroissance. C'est pas autant populaire qu'à une certaine époque, mais ça représente quand même 10% de la population en 2022. Ici, on a les principaux produits. Comme j'ai dit, il n'y a pas de douane, donc c'est une estimation là, basée sur les transports de marchandises, mais principalement les produits québécois qui s'en vont vers d'autres provinces, c'est les produits laitiers, les produits de viande et autres aliments là, qui incluent toutes sortes de produits. Donc, êtes-vous prêts? Donc, avant de commencer, c'est évident qu'il faut d'abord se concentrer sur son marché local. C'est sûr que si vous avez un produit de niche, à ce moment-là, ça se peut que le marché québécois soit insuffisant pour votre croissance, mais il ne faut pas viser trop large en commençant. Hem, Ça va de soi, mais il faut avoir un site, internet en anglais puis un emballage bilingue. Le site internet spécifiquement, je vois beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas, malgré qu'ils sont déjà, en train de développer le marché, canadien. Une licence de la SIA, donc c'est ce que je mentionnais là, au niveau réglementaire. C'est assez récent qui c'est obligatoire là, pour la plupart des entreprises québécoises au niveau des aliments d'avoir une licence de la SIA pour, transiter des produits d'une province à une autre et faire de la vente en ligne également. Comprendre les coûts et les marges des intermédiaires. Donc ça, c'est une grosse partie. Hem On s'entend, une marge de détaillant, ça va osciller entre 10 et 35, mais il y a des exceptions, des fois, qui sont hors de ces marges-là. Donc, par exemple, Whole Foods avec 45, c'est, assez important. Il faut le prendre en compte dans son calcul de prix. Il y a aussi des rabais sur le volume de 2 à 5 en général. Parfois, au début, on vous demande des caisses gratuites, donc faut pas, faut le considérer dans le calcul malgré tout. Les listing fees, ça, c'est une donnée qui est généralement confidentielle puis qui varie. Ça peut dépendre du nombre de SKU, ça peut dépendre d'une manière à une autre. Puis, ça dépend aussi, des fois, ça va être un pourcentage de vente, ça va être un prix fixe par SKU, ça dépend vraiment à ce niveau-là. Les marges de distributeurs, en général, c'est 18 à 30 mais encore là, il y en a qui demandent plus. Hem, donc c'est des choses à prendre en considération. Les courtiers, 5 à 8 Hem, Puis c'est ça, voilà. Puis il faut bien comprendre le marché visé. Donc ça, vous pouvez le faire par le biais d'études de marché, étudier les tendances de consommation, mais aussi par des tests de marché. Il y a des firmes qui spécialisent là-dedans, qui vous permettent de faire goûter votre produit directement par des consommateurs, que vous visez. Il y a aussi les missions exploratoires. Vous pouvez visiter des salons, vous pouvez exposer dans des salons consommateurs aussi pour voir vraiment le pouls du marché. Là, ensuite, il faut avoir la capacité de production nécessaire. Donc, ça va de soi, il ne faut pas faire fausses promesses aux acheteurs. Si vous rencontrez un acheteur important comme Sobeys, par exemple, il ne faut pas s'engager si on n'est pas capable de le faire parce que ça peut vraiment couper des ponts à long terme. Ça peut nuire à votre stratégie de croissance à plus long terme. Puis, choisir sa stratégie de développement donc et son réseau de distribution. Est-ce que vous visez la restauration, l'institutionnel, le détail? Est-ce que vous voulez aller avec une marque privée qui vous apporterait plus de liquidité, mais qui ne ferait pas connaître votre marque? Alors qu'une marque nationale, il faut investir une grande part de votre budget, dans les ressources marketing. Faut pas viser non plus tout en même temps parce qu'il y a des formats aussi qui viennent avec ces différents réseaux-là. Il y a de l'investissement à faire aussi là, au niveau de tous les équipements. Parce que le MAPAC aussi a des aides financières, pour aider à ce niveau-là. Ensuite, s'assurer un bon départ, c'est, se renseigner. Ça va de soi. Donc vérifier les marges, évidemment de ces partenaires-là. Vérifier si leur portefeuille a des entreprises qui sont des concurrentes pour vous, puis vérifier leurs clients aussi, qui ils desservent. Puis j'ai mis est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Parce que bien souvent, il y a des distributeurs qui vont vous demander: «OK, c'est qui vos clients? C'est qui vos détaillants?» Tandis qu'à l'inverse, ça se peut très bien que, des détaillants vous demandent: «Oui, mais c'est qui vos distributeurs?» Donc ça, il faut aller voir les détaillants, il faut leur faire part de vos produits, prendre leur intérêt, puis après ça, aller voir le distributeur, lui dire: «Ben moi, j'ai telle personne qui serait intéressée à les avoir». Inversement, il faut demander, plus tard, là, je vais en parler, mais tu sais, il faut demander aux acheteurs avec qui eux, ils font affaire pour envisager le c'est quoi le meilleur choix, pour vous. Puis c'est ça, considérer les indépendants pour commencer.
Au Québec, on a beaucoup de backdoors, ce qui n'existe pas vraiment au niveau des autres provinces, mais les grands détaillants, là, c'est ça, comme Sobeys, vont être juste listés, tandis que les indépendants, ça vous permet de rentrer sur quelques points de vente, un peu de la même façon qu'au Québec. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant en commençant. Par contre, il faut considérer là, d'avoir les bons intervenants pour vous aider à distribuer directement à ces indépendants-là. Puis, c'est ça, prévoir un budget marketing comme je l'ai mentionné. Puis, avez-vous les bonnes certifications? Si vous faites de la marque privée, souvent, on va vous demander du FSI. ACEP, c'est rendu très commun là, que ce soit un des minimums de qualité que les détaillants demandent. C'est bon pour ça. Ensuite, entrer sur le marché. Donc, préparez-vous à rencontrer des acheteurs. Il faut être prêt lorsqu'on a une rencontre face à face. Avez-vous des fiches produits? Avez-vous vos listes de prix? Est-ce que votre représentant est bilingue? Ça va de soi, mais ça arrive. Il faut préparer un pitch de vente efficace de 15-20 minutes qui permet de présenter votre entreprise, vos produits, votre mission, votre vision, qui permet de savoir, tu sais, où positionner votre entreprise chez vos clients. Ensuite, renseignez-vous sur les acheteurs. Donc, comme je disais, demandez c'est qui leur distributeur, demandez si vous avez besoin d'un agent ou d'un courtier, certains l'exigent. Demandez c'est quoi leur pratique commerciale, donc les marges, s'il y a des nécessités de dégustation, de promotion, les listages, s'ils préfèrent la marque privée, ce genre de choses-là. Notamment, il faut visiter ces magasins-là, avoir une idée, tu sais, où votre produit se positionne. Des fois, votre produit se perd dans la masse, donc peut-être proposer un différent positionnement qui est un peu plus original va vous permettre de vous distinguer. Puis, les offres d'exclusivité, certains vont vous le demander, de vous engager pour 1 an, 2 ans, mais il faut vraiment considérer ce que ça amène parce que avant d'avoir fait un test chez ces détaillants-là, on ne peut pas vraiment savoir le niveau de vente. Fait que si vous vous engagez pour une certaine durée de temps, vous êtes un peu coincé dans cette entente-là. Puis, si les ventes ne sont pas satisfaisantes, ça peut nuire vraiment à votre croissance. Euh, Fait que c'est ça. Ensuite, je vais faire un petit tour des salons commerciaux qu'on a au Canada. Le RC Show, le CHFA, évidemment, le Grocery and Specialty Food West, Grocery Innovation Show, le CIAL, ça, c'est des salons commerciaux importants. Il y en a d'autres par secteur spécialisé. Donc, ça, c'est plus général. Et il y a les salons de consommateurs. C'est vraiment intéressant d'aller faire les salons consommateurs pour différentes raisons. Notamment, ça vous permet de rentabiliser votre visite. Évidemment, vous pouvez vendre des produits sur place normalement. Puis, ça vous permet de prendre le pouls, de faire des tests de marché, comme je disais. Donc, il y a le Planted Expo, il y a le One of a Kind Show qui est quand même important en Ontario. Euh, Soundscape qui est à Halifax. Il n'y a pas beaucoup, tu sais, d'événements, je dirais, dans les provinces atlantiques, mais il y aurait celui-là, puis il y a le Turner's Christmas at the Colosseum. Il y a le Gift and Home Market, Royal Agriculture Fair. Il y en a d'autres encore là qui sont plus spécialisés dans certains domaines, mais ça en est quelques-uns avec les dates. Ensuite, pour faire bref tour, je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails parce que vous allez avoir la présentation, mais les provinces atlantiques, c'est un marché de 2,4 millions de consommateurs, un revenu quand même un peu plus bas que dans d'autres provinces, mais il y a des sièges sociaux importants, comme le Empires Group, qui est situé en Nouvelle-Écosse, ont leurs sièges sociaux là. Il y a beaucoup, beaucoup de gestionnaires de catégories qui y sont, plutôt qu'en Ontario. Donc, c'est intéressant. Puis, le Athletic Superstore aussi, c'est quand même important là, dans les provinces atlantiques. Services alimentaires aussi, on a généralement un siège social dans les provinces atlantiques. C'est un marché de 4,6 milliards. Il y a beaucoup de restaurants, il y en a quand même qui sont très, très bien cotés au niveau du Canada, notamment de Bicycle Thief, qui est un très bon restaurant en Nouvelle-Écosse. En Ontario, c'est un marché naturel, un marché de proximité, mais c'est aussi un marché de très grands consommateurs, donc 14,3 millions de consommateurs, dont 8 à Toronto. Le revenu moyen, c'est le plus élevé au Canada. Donc, pour les entreprises québécoises, c'est vraiment intéressant. Puis, la majorité des sièges sociaux sont évidemment situés à Toronto là, pour les grands. Puis, j'ai mis aussi quelques détails indépendants, mais
Longos, par exemple, je l'ai mis, mais ça appartient maintenant à Sobase. Rabat, c'est quelque chose une bannière qui grossit quand même beaucoup. Puis il y en a d'autres, évidemment, qui ne sont pas sur la présentation. L'Ontario, c'est un marché alimentaire aussi, des services alimentaires importants de 32 milliards. J'ai mis 2000, c'est 2022, 2012. Puis c'est ça. Puis il y a aussi le guide Michelin qui est passé, là, qui a permis de récompenser plusieurs restaurants. Donc, c'est intéressant si c'est votre réseau de distribution. Je traite aussi la Colombie-Britannique parce qu'au niveau de l'Ouest, c'est vraiment la province la plus importante en termes de vente, mais suivie quand même par l'Alberta de très près. C'est une population de 5,2 millions. Puis le revenu moyen est très élevé aussi. Mais il y a aussi tout ce qui est les ports. Un peu comme à Montréal, ça amène beaucoup de commerce. Donc, c'est aussi intéressant d'y être présent là, à ce marché-là. Il y a aussi tout ce qui est l'océan Pacifique, il y a la vallée de Canagam pour les vins, la vallée Fraser. Donc, c'est l'industrie agroalimentaire est assez importante dans cette province-là. Au niveau du service alimentaire, c'est 14,7 milliards de dollars. Donc, il y a eu aussi certaines étoiles Michelin. Donc, et Victoria, c'est la ville au Canada qui est le plus de restaurants par habitant. Donc, c'est à prendre en note. Voici ici quelques bannières qui sont très importantes dans cette province-là. Save Zone Food, c'est quand même très connu. Ensuite, TNT, on en a un maintenant au Québec, mais ça a le parti de l'Ouest parce qu'il y a quand même une très forte population de différents pays asiatiques dans les provinces de l'Ouest. Whole Food aussi est très présent. Urban Fare, c'est une autre bannière. Puis pour vous parler ensuite des activités qu'on fait à la direction de l'Action Marché avec les bureaux du Québec dans les différentes provinces. Cet automne, on fait l'organisation, d'ailleurs, ça a commencé cette semaine, mais de beaucoup de rencontres virtuelles avec des acheteurs. Donc, si vous faites partie de notre portefeuille d'entreprise, puis que l'acheteur sélectionne votre entreprise, euh, vous êtes ensuite convié à une rencontre en virtuel, puis vous devez envoyer les échantillons. C'est un peu le fonctionnement. Ensuite, on a aussi un accueil d'acheteurs en début octobre, des acheteurs qui viennent de l'Ontario, qui viennent aussi de la Colombie-Britannique, rencontrer des entreprises ici à Montréal. Puis, on a le Grocery Innovation Show cette année. C'est une des premières éditions qu'on fait en collaboration avec le groupe Export. C'est un pavillon très restreint, mais à moindre coût pour les entreprises québécoises pour tester, là. Donc, le Grocery Innovation Show, c'est un salon qui est plus pour les indépendants. Donc, ça peut être intéressant si c'est votre porte d'entrée. Ensuite, on a une mission commerciale, j'en avais parlé un peu plus tôt dans l'Ouest canadien, qu'on va faire Winnipeg et Vancouver du 24 au 26 février 2025. Donc, ça va être une mission sur mesure, mais qui va viser peut-être 60 à 70 le service alimentaire et le reste, le niveau du détail. On a le RC Show qui est quand même le show majeur au niveau des services alimentaires là, au Canada, qui se passe en avril prochain. On va encore avoir un gros pavillon du Québec puis des délégations. Je ne l'ai pas mis, mais le CHFA, on le fait aussi. On contribue au niveau financier pour les entreprises pour qu'ils puissent y participer. Puis notre attaché le visite toujours normalement. Donc, c'est aussi, on est aussi présent d'une certaine façon. Puis on a le Ciel à Toronto l'année prochaine là, qui se passe fin avril, début mai. Puis toute l'année, on donne aussi des webinaires. On en a fait beaucoup au printemps là, avec des distributeurs, des courtiers, tout ça d'intervenants là, pour un peu éduquer les entreprises sur comment faire affaire avec eux. Puis je vous présente notre boîte, la boîte à outils. Donc, j'ai contribué à écrire les 2 premiers, là, donc les fiches sur le marché du détail qui, dans le fond, traitent un peu de toutes les étapes. C'est pas concernant nécessairement l'exportation, mais ça vous traite du développement de vos produits, de la détermination du prix au détail, du réseau de distribution, puis des pratiques commerciales. Ça s'applique un peu partout. Donc, c'est des points vraiment importants. Ça va plus en détail que dans ma présentation. Puis le guide de rédaction d'un plan de commercialisation. Un plan de commercialisation, on va vous le demander souvent pour les aides financières.
Notamment ici, on va vous le demander de façon obligatoire. Donc, c'est quelque chose d'important de faire. Puis toutes ces données-là, toutes les informations que vous recueillez dans un plan de commercialisation, c'est vraiment important aussi pour vos rencontres avec les acheteurs. Ça vous permet vraiment d'argumenter, ben, d'argumenter, de faire valoir votre point à l'acheteur pourquoi vos produits se démarquent des autres. Donc, ça vous permet de positionner votre entreprise, puis aussi d'éviter de faire des dépenses un peu inutiles qui ne vont pas dans votre vision ou dans votre stratégie. Ensuite, on a des autodiagnostics pour l'exportation puis le développement d'un nouveau marché. C'est juste certaines cases à cocher, voir si vous êtes prêt, puis vous permettre de prendre une décision un petit peu plus facilement. Ensuite, des aides-mémoires, faire affaire avec un distributeur alimentaire, préparer et réussir une rencontre avec un acheteur. Aide-mémoire aussi pour les exposants qui peut être pertinent pour vous si vous faites le CHFA, puis comment réussir aussi son exposition dans un salon. Donc, quelques trucs à prendre en considération. Puis, ben, je vous remercie. Vous avez mon contact ici, puis le contact de mon attaché aussi au niveau du bureau du Québec à Toronto. Mais aussi, on est en recrutement d'un attaché dans les provinces atlantiques, donc ça sera à venir. Puis, je vous mets aussi le lien pour faire partie de notre portefeuille, puis d'être invité là, lorsqu'on a des acheteurs qui cherchent des produits comme les vôtres. C'est tout. Merci. C'était génial, plein d'informations. Merci beaucoup, Sandrine. On a 2 questions qui ont été envoyées directement au host, qui est Lindsay, qui ne Oui, parle pas le français. Alors, elle me les a envoyées, puis oui, je vais te poser les 2 questions. OK. Juste au début, c'est sûr, quand on parle de aide financière, mais tout le monde Oui. veut avoir plus d'informations. Les questions qu'on a eues, c'est un sujet assez intéressant. Est-ce qu'ils sont-elles accessibles aux entreprises en phase de démarrage? Alors, quand on est en start-up, c'est-tu de l'aide financière qui est disponible pour les gens qui sont vraiment qui veulent vraiment comme commencer en affaires? C'est pas les programmes que je vous ai mentionnés. Par contre, il y en a pour les entreprises en démarrage, le programme proximité, dans les régions. Fait qu'à ce moment-là, faut contacter vous pouvez me contacter, puis je peux vous mettre en contact avec, dans le fond, le conseiller régional, qui, eux, offrent toutes sortes d'aides financières un petit peu plus, locales ou au niveau de la production, puis tout ça, l'automatisation, c'est aussi des choses qu'ils peuvent vous proposer. OK, génial. C'est bon à savoir. Et attends, je vais juste aller trouver l'autre qu'elle m'a envoyé. OK, quand on parlait des étiquettes, oui, étiquettes bilingues, super important. Mmh. Je travaille en des affaires réglementaires, c'est super important. Est-ce qu'on sait qu'ici, chez nous, très populaire, je pense surtout aujourd'hui, on met beaucoup d'emphase sur le logo bleu produit du Québec. Nous, Mmh. on cherche ça quand on fait notre magasinage. On veut le voir. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être retiré des étiquettes pour vendre des produits dans le reste du Canada ou ça apporte quand même une valeur puis pas besoin de changer les étiquettes autant qu'ils sont bilingues? Je dirais pas que ça apporte de la valeur, reste que la définition de local, ça change beaucoup d'une province à l'autre. Il y en a qui voient ça comme canadien. Fait que si c'est un logo canadien, ils vont facilement l'identifier, tandis qu'il y en a d'autres que c'est made in Ontario, par exemple, qui vont chercher. Mais l'avoir sur votre emballage, ça va pas nuire non plus. OK. Fait que c'est à voir, mais c'est sûr, la réglementation change aussi, là, il va falloir aussi avoir les loupes, là, sur vos emballages, sur le devant, pour lorsque vous avez trop de sodium, par exemple. Fait que c'est des choses à considérer lorsque vous révisez votre emballage. Peut-être mettre aussi, produits, canadiens, sur l'emballage, mettre les 2, ça peut être, plus pertinent. Donc, aussi, c'est prouvé que les consommateurs, il faut qu'ils le voient sur le devant de l'emballage, là, pour attirer leur attention. Ouais, on n'irait pas le chercher, pas du tout. OK, Non, c'est des bonnes informations. Je vais juste ouais, vérifier rapidos dans notre QR. Pas d'autres de questions. Merci beaucoup, Sandrine. ça fait C'était vraiment plaisir. rempli d'informations. Moi, j'étais en train de dire à Sonia, on devrait l'avoir en anglais aussi parce que vraiment plein de bonnes informations. Merci beaucoup. Ça fait On plaisir. on va le partager avec tout le monde qui était enregistré. Alors, on sait que beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'enregistrent pour des webinaires, mais ils attendent que ça soit envoyé par courriel. Alors, on va l'envoyer d'ici fin de la journée. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Puis, avec plaisir, j'aimerais désolée, je suis comme toute mêlée dans mes mots. Je parle 3 langues depuis que je me suis réveillée à matin. Il n'y en a pas un qui sort comme ça devrait.
Ben, notre prochain conférencier aujourd'hui, c'est Victor-Antoine Gauthier. Victor est un entrepreneur québécois qui a débuté son parcours dans le secteur des boissons avec la première boisson de récupération dans les chaînes d'essence et des dépanneurs nationaux tels que Circle C, Parkland et bien sûr Couche-Tard. Motivé par une passion pour l'établissement des relations solides, Victor aide maintenant les marques à faire croire leurs entreprises par l'entremise de l'entreprise qu'il a confondée avec son partenaire d'affaires Cédric Lafrance. Appuyé par une équipe de 6 personnes, wow, félicitations, ça grandit chez vous. Ils offrent des services de consultation pour créer et mettre en œuvre des stratégies dans les domaines des opérations, des finances, des marketing et surtout des ventes. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous et je ferme le micro et je te le passe, cher. Bien, bon matin à tout le monde. Merci, Jules, pour cette super de belle introduction. En fait, c'est ça, je m'appelle Victor Gauthier. Comme Jules le dit, là, je suis dans l'alimentaire depuis quelques années. J'ai l'honneur de pouvoir être entouré surtout là, de personnes là, exceptionnelles autour de moi dans notre équipe qui ont différentes expertises dans le domaine de l'alimentaire et d'autres domaines également. Donc, je vais commencer par vous explorer un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait aussi là, chez Accélère en tant que tel. Puis, je vais me mettre en mode présentation aussi, juste à être sûr. Et voilà, super. Donc, bref, en fait, qu'est-ce qu'on fait chez Accélère en tant que tel? C'est très, très simple, très short and sweet. C'est qu'on a vu un gap dans le marché pour allier stratégie et exécution dans le domaine de la consultation. Et on a 3 offres de services qui sont la formation, la consultation et l'investissement pour le domaine de l'alimentaire et de la technologie. J'ai la division là, alimentaire là, avec quelques personnes avec qui on fait affaire aussi. Et ça fait bientôt 2 ans là, qu'on a mis au monde l'entreprise de Accélère. Donc, en fait, moi, je viens un petit peu du domaine de l'alimentaire aussi, comme Jules le disait. La raison pour laquelle j'ai embarqué là-dedans, c'est parce que j'avais des courtiers, des distributeurs, on distribue un peu partout à travers le Canada dans les grandes chaînes. Et en fait, la difficulté à avoir de l'expertise, de l'information, du knowledge sur comment bâtir son entreprise et surtout assurer une croissance qui était je vais le dire en mots en anglais malheureusement, mais healthy, qui était en santé, c'est toujours été un défi. Donc, d'avoir une bonne structure opérationnelle, une bonne structure financière, assurer la croissance des ventes à travers le temps et surtout d'assurer que justement la stratégie marketing pouvait propulser la croissance des entreprises, de l'entreprise, c'était toujours un très grand défi. Donc, pourquoi pas rassembler des gens dans le domaine qui l'ont fait, qui ont bâti des entreprises dans le domaine de l'alimentaire pour supporter les entreprises qui en ont besoin également. Donc, en fait, je vais aller un petit peu plus profondément dans ce que notre chère collègue avant moi a présenté, Sandrine, parce que justement, il y a plusieurs points là, qu'on a touchés qui étaient très, 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 très pertinents. Donc, le but en tant que tel dans tout ça, c'est d'avoir un produit qui est présentement commercialisé dans son domaine, dans son territoire, qui est le Québec, et de pouvoir l'expansionner à travers le reste du Canada. Ce que je dis toujours en tant que tel aux gens avec qui on travaille, c'est win in your own turf, donc gagne dans ton propre terrain avant d'aller expansionner dans un nouveau marché. Raison principale, c'est très simple. Si d'expansionner dans un nouveau marché veut dire investir pendant 6 à 12 mois de ton cash flow et des marges, en fait, directement de tes marges nettes qui te restent en alimentaire qui sont déjà très fines, alors il faut être en mesure de performer correctement dans son propre marché qu'on a présentement. Donc, pour expansionner en Ontario ou en Colombie-Britannique ou dans d'autres régions, bien évidemment, il faut être en maîtrise, il faut maîtriser son propre marché dans les canaux de distribution que vous avez présentement. Donc, que ce soit à travers une distribution en commerce au détail traditionnel, donc IGA, Métro, Avril ou quoi que ce soit, ou potentiellement comme d'autres entreprises comme Grazy, par exemple, qui ont débuté là, dans le domaine du service alimentaire, il y a un momentum à aller bâtir pour sa propre marque, bâtir un cash flow positif et surtout une reconnaissance de la marque qui est importante. Donc, envisager un nouveau marché, je dis toujours la petite anecdote, c'est comme s'engager dans une relation. Il faut d'abord apprendre à se connaître suffisamment avant de s'engager sur le long terme.
Je vais vous raconter une petite anecdote très simple. Lorsqu'on a fait le lancement de chez Couche-Tard avec l'entreprise que j'avais auparavant vers Circle K qui était en Atlantique. Donc, une décision qu'on avait prise de faire, plutôt que d'aller du Québec jusqu'en Ontario, on va aller du Québec vers l'Atlantique en tant que tel. C'était une erreur qu'on a faite et en entrepreneuriat, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est une erreur, c'est une anecdote que je veux partager parce que ça couvre tous les quatre différents volets d'entreprise, que ce soit au niveau opération, vente, marketing ou finance. Donc, plusieurs pièges qu'on a rencontrés en tant que tel. Ben, premièrement, au niveau de l'opportunité de vente aussi, c'était un programme promotionnel à travers des case stackers, donc des présentoirs en magasin. Donc, bien évidemment, ça coûte très, très, très cher de pouvoir faire, la production de ces produits-là, donc 8 à 9 caisses par magasin, en plus de ça, des présentoirs, donc un très gros coût sur le cash flow. Donc, au niveau de la vente, on a mal qualifié l'opportunité de voir si c'était la bonne façon de pénétrer le marché, mais c'était l'acheteur, le gestionnaire de catégorie qui nous l'avait proposé. On s'est dit, quelle belle opportunité, on va pouvoir y aller. Est-ce qu'on aurait pu mieux planifier? Probablement, mais ça reste que c'était peut-être pas la meilleure façon de pénétrer un nouveau marché de cette façon-là. Ensuite de ça, au niveau opérationnel, quelques petites erreurs aussi qu'on avait faites, c'était en fait, de mal planifier les transports, la logistique du transport entre une place et une autre. Donc, de faire en sorte que faut transporter la marchandise du Québec jusqu'en Atlantique aux entrepôts de Sobeys parce que c'est Sobeys Wholesale dans ce secteur-là des territoires qui fournissent les Circle K. Donc, toutes les Circle K là-bas sont distribuées par Sobeys en Atlantique. Ce qui fait en sorte aussi, qui m'amène à une étape quand même assez cruciale aussi, c'est la structure de prix qui était mal montée en conséquence pour non seulement avoir une marge de profit qui est en santé, comme je pourrais le dire, avec Circle K directement dans notre contrat, mais aussi auprès de Sobeys qui se prenait un upsell pour arriver justement à une distribution dans tous les différents magasins. Donc, tout ça pour dire, on est arrivé au lancement, le marketing allait super bien, on a envoyé des gens comme marchandiser les produits. C'était probablement le seul bon move qu'on a fait. Donc, d'aller marchandiser les produits en magasin, faire du sampling sur le territoire. On a fait des tournées dans les universités, dans les centres étudiants et tout et tout. Et ce qui s'est fait en sorte qu'on a eu des super de belles vélocités pour le lancement et ainsi de suite. Mais par contre, on a travaillé dans le beurre, comme on pourrait dire en bon québécois, parce que il ne restait plus une scène dans nos poches à la fin de la journée. Donc, c'est une petite anecdote là, qui finalement m'amène là, à vous parler là, des bons piliers de planification à l'expansion. Je reparle un petit peu de plusieurs différents points que Sandrine a déjà parlé. Donc, très, très bon aussi d'avoir un certain rappel. Positionnement de produits et qualité de produits commercialisables. Donc, de bien comprendre son consommateur. Où est-ce que je peux aller les rejoindre? Est-ce que mon positionnement de produits est solidement ancré? Cash flow, est-ce que j'ai les sous pour soutenir une nouvelle région et maintenir mes opérations ici? Sans jamais oublier que si on veut continuer à expansionner à travers d'autres territoires, il faut être en mesure de continuer à servir son territoire et la clientèle que vous avez présentement. Donc, pensez toujours à ne jamais réduire le niveau de service et le niveau de qualité dans les relations que vous avez avec les bannières que vous avez présentement pour aller subvenir à un nouveau territoire ou un nouveau marché. En termes d'approvisionnement, bien évidemment, c'est toujours de planifier les matières premières et un timeline raisonnable pour remplir les premières commandes et surtout les maintenir à travers le temps. Et comme aussi on en a parlé un petit peu plus tôt, est-ce qu'on a les bons partenaires de distribution ou les bons courtiers pour pouvoir aider à l'expansion dans ce nouveau marché? Une des grosses choses aussi qu'il faut se poser comme question, c'est de viser la bonne catégorie, le bon emplacement magasin. Un très, très, très bon exemple qu'on a, c'est vraiment un de nos clients là, récemment, Harmless Harvest, qui est une autre coconut organique. Ils veulent venir au Québec. Et après analyse du data Nielsen, après discussion avec différentes personnes au niveau des sièges sociaux, leurs courtiers, leurs distributeurs, on est arrivé avec une des recommandations qui était de ne pas pénétrer dans la même catégorie qu'ils sont présentement, par exemple, en Ontario. Donc, en Ontario, présentement, ils sont dans la section organique, dans les breuvages réfrigérés. Et ça fonctionne très, très, très bien. Par contre, au Québec, avec les différents changements qu'il y a eu, par exemple, dans les planogrammes chez Métro, c'est une certaine section qui sont harmonisées dans
les sections plus conventionnelles. Ce qui fait en sorte que le price point, donc la structure de prix qui arrive sur tablette, ben, tu vas avoir peut-être certains jus à 3,99, 4,99, quoi que ce soit. Et à côté, tu aurais un Harmless Harvest, qui est une autre coconut, à 7,99, 8,99 ou 10,99, quoi que ce soit, selon les différentes tailles de produits. Ce qui fait en sorte que ça ferait un peu moins de sens d'avoir ce produit-là. Donc, la recommandation était de dire, on va le positionner dans les fruits et légumes, où est-ce que ben, certains différents produits similaires pourraient s'y retrouver. Et dernièrement, marketing, comment est-ce que je vais continuer à rejoindre et alimenter mon consommateur à travers une stratégie marketing? Maintenant que la base est là, il faut établir son plan de match, donc bâtir son business case dans nos nouvelles régions. C'est comme dire comment est-ce que je vais pouvoir reproduire le succès que j'ai présentement dans ma région, dans la nouvelle région. Donc, je ne vais pas repasser nécessairement les différentes étapes qu'on a là. Plusieurs choses qu'on a déjà mentionnées aujourd'hui. Donc, positionnement clair, stratégie de mise en marché, emballage approprié, canal de communication. Très, 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 très important aussi. Il faut être très, transparent avec ses différents agents de vente externes ainsi que la bannière. Donc, de garder une communication constante avec eux, s'assurer que vous êtes constamment en train de partager les nouvelles de l'entreprise. S'il y a des mauvaises nouvelles aussi, il faut savoir l'annoncer s'il y a des délais au niveau des premières commandes ou de la livraison, quoi que ce soit. Donc, de garder ce canal de communication entre les gens qui gèrent votre marque, hyper, hyper important. Une relation bien établie avec son gestionnaire de catégorie, ça va de même. Et aussi, mesurer le succès du lancement et maintenir la performance. Une métrique clé qu'on regarde souvent avec les clients qu'on accompagne, c'est d'analyser le SPPD, qui est le Sales per Point of Distribution. Désolé le terme en anglais, je n'avais pas le terme en français. Donc, c'est vraiment d'analyser le nombre d'unités vendues par point de vente par semaine. C'est une donnée qui peut vous être donnée par votre gestionnaire de catégorie ou à travers certains partenaires comme Nielsen ou IRI, maintenant Circana, excusez-moi, pour pouvoir justement aligner en fait, l'analyse de la performance du produit sur la tablette. Vous pouvez demander ces métriques-là, comme je disais, à la bannière, et puis ça va vous permettre aussi de mettre en place différents outils comme des dashboards de distribution ou des dashboards de vélocité en magasin qui peuvent, à travers Excel ou quoi que ce soit, vous pouvez cross-reference ou référencer les données que vous recevez et ensuite de se faire des tableaux en conséquence pour vraiment avoir une idée concrète de comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Les 5 pièges principaux à éviter pour votre marché. Validation inadéquate de votre marché, comme je disais un petit peu tantôt. Mauvaise planification du coût de l'opportunité. Emballage non réglementaire ou mal traduit. Petite anecdote très, très, très drôle en tant que telle, mais un autre de nos clients, en fait, qui était Scott, là aussi, je pense qui est aujourd'hui, qui est avec nous, anciennement chez Choxo, une entreprise de la Colombie-Britannique. On recevait certains documents de vente et ben, la traduction qui avait été envoyée là, en magasin et ou à travers certains distributeurs, c'était acheter, c'est censé être 5 caisses gratuites pour une caisse gratuite. Et finalement, c'était écrit 5 caisses gratuites et obtenez un étui à crayon gratuite. Donc, ça fait en sorte que l'importance d'avoir des documents bien traduits, ben, ça a un impact sur, ben, que les magasins vous prennent au sérieux là, quand vous visitez les magasins, mais deux, aussi vos partenaires de distribution. Donc, toujours très, 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 très important. Et bien évidemment, ne jamais prendre pour acquis que votre consommateur au Québec va réagir de la même façon en Ontario. Donc, si vous avez un packaging, vous avez un emballage qui est adapté au Québec, ne prenez jamais pour acquis que ça va être la même chose aussi pour en Ontario ou même en Colombie-Britannique. Ensuite de ça, se perdre dans les stratégies sans fin, sans action concrète et penser que son gestionnaire de catégorie et le courtier est le maître de ta marque. Très important, c'est qu'à la fin de la journée, ces gens-là sont une extension de votre marque et vont vous ouvrir des portes pour pouvoir propulser votre produit. Mais je dis toujours que le courtier, c'est un peu les mains et les pieds. Donc, ils sont là pour exécuter, mais ils ne sont pas là pour réfléchir, mettre en place la stratégie et la maintenir.
très, très, très difficile, de trouver des bons partenaires à long terme parce que ça fait partie de la réalité en distribution parce que c'est comme ça, mais on n'est jamais on n'est jamais autant mieux servi que par soi-même, comme je dis toujours. Donc, très important de pouvoir gérer votre marque de façon très proche, comme je pourrais le dire, avec les différents agents de vente externes que vous avez comme distributeur ou courtier. Quelques petites questions de préparation. Je ne vais pas les passer au complet, là, mais ça peut vous aider justement là, dans votre réflexion. Dans vente, distribution, finance, opération et marketing. Est-ce que j'ai les bons distributeurs courtiers? Est-ce que j'ai les bons outils de vente en place comme des sell sheets, comme les présentations d'entreprise? Il y a plusieurs différents outils que vous pouvez avoir, comme la MAPAC justement qui offre certains outils. Même de notre côté, on a toujours comme des templates de voici ce qui devrait se retrouver dans un sales sheet, voici comment devrait ressembler ta structure de prix chez un Whole Foods, un Metro, un Sobeys, un dépanneur comme Circle K, quoi que ce soit. Donc, vraiment, d'avoir des outils là, pour pouvoir supporter la croissance à travers un différent marché. Et aussi, suivre dans la bonne catégorie. Au niveau finance, est-ce qu'on a le cash flow nécessaire? Est-ce qu'on est prêt à accepter d'atteindre un seuil de rentabilité au mieux au 13e mois dans ce nouveau marché-là? Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important. Ne pensez jamais que vous allez avoir un seuil de rentabilité ou atteindre une profitabilité d'après 3 ou 4 mois dans ce marché-là. Ça n'existe pas, surtout pas au commerce de détail. Quel est l'état de mon trafic en ligne dans la région envisagée, par exemple, au niveau marketing? Est-ce que vous êtes connu dans ce marché-là? Est-ce que vous êtes prêt à investir 15 de votre budget en marketing pour pouvoir propulser la croissance de votre entreprise? Sinon, au niveau opérationnel aussi, qu'est-ce qui serait très bon à se poser aussi, c'est est-ce que le transport de ce produit est possible? Est-ce qu'on a déjà envisagé d'entreposer nos produits dans le nouveau territoire qui est envisagé? Donc, par exemple, si vous êtes à Montréal et vous aimeriez distribuer en Colombie-Britannique, avez-vous déjà envisagé de louer un entrepôt ou d'avoir un partenaire de 3PL qui pourrait vous aider justement dans la distribution? Ça va réduire les coûts de distribution et augmenter aussi la possibilité de livrer ou augmenter la fréquence de livraison aussi parfois là, à certaines bannières qui le nécessitent peut-être. Et est-ce qu'on peut produire le produit que vous avez? Donc, est-ce qu'on peut assurer la production de notre marchandise plus près de votre point de vente? Donc, encore une fois, si vous êtes à Montréal et vous voulez distribuer en Colombie-Britannique, excuse-moi, est-ce que vous avez la possibilité de produire là-bas? Est-ce que vous pourriez trouver un partenaire de production là-bas? Ça peut être beaucoup plus utile et même mieux pour votre structure de coût d'envisager une décision comme ça. Regard sur le marché, très rapidement, c'est juste pour vous donner un petit overview là, de la population là, canadienne. Donc, Ontario, très gros marché. Québec, ensuite de ça, Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan et tout. Quelques petites tendances selon Nielsen là, qui sont ressorties là, pour le trimestre 2. Merci beaucoup à nos chers amis de chez Nielsen, plus précisément David, qui m'a fourni d'excellentes data aussi à ce niveau-là. On voit que l'inflation en tant que telle a commencé à réduire un petit peu, donc on a ralenti la cadence. Et par contre, on a quand même là, les tendances au niveau des bannières à escompte qui augmentent aussi, donc plus 1,8 versus ça a stagné au niveau du conventionnel. Les marques privées sont en croissance aussi, donc plus 5 Et les différentes catégories qui sont en croissance, qu'on va regarder un petit peu plus après, sont les fruits et légumes, produits orientaux, plus 27 Et à cause d'une tendance marketing sur les réseaux sociaux, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très, très, très populaire ces jours-ci. Le fromage cottage est à plus 23 Donc, ça, c'est quand même assez comique. Ce qui est populaire et impopulaire chez les produits de grande consommation canadienne aussi, comme vous pouvez voir ici à gauche, aliments asiatiques de spécialité, les boissons à faible teneur en alcool telles qu'Atypique ou autres breuvages comme ça, fromage cottage encore une fois, produits énergétiques et de nutrition, donc tout ce qui est boissons énergisantes également avec l'entrée de différents joueurs sur le marché comme Celsius par exemple, dans les boissons énergisantes, ça influence beaucoup, beaucoup de trafic de ce genre de produits ici.
Tendance générale 2024 aussi, je vais les passer, mais vous allez pouvoir le recevoir. Et petit overview aussi du territoire québécois, juste pour vous donner une meilleure compréhension de votre marché que vous avez présentement, juste pour vous donner quelques visuels. Donc, Métro Super C, comme vous pouvez voir encore une fois, Super C et Maxi, c'est des bannières à escompte qui sont en énorme croissance. Ne pas oublier que Provigo aussi est présentement en train de changer toutes les Provigo vers des Maxi. Donc, ce ne sera plus des Provigo, il va en rester moins de 10, si je ne me trompe pas, là, au Québec. Donc, ils font la transition vers des bannières à escompte de ce côté-là. Et tout ce qui est bannière de dépanneur est en très, très, très grande croissance également. Couche-Tard, on maintient un petit peu plus, mais il y a quand même une certaine croissance aussi. Donc, bref, en résumé, pour lancer votre entreprise dans une nouvelle région avec succès, il faut premièrement qualifier l'opportunité ou la vente. Donc, ne jamais mettre en péril votre entreprise que vous avez présentement pour essayer d'aller chercher une nouvelle région. Il y a une prise de risque qui doit être faite en tant que telle dans n'importe quel nouveau marché. Ça, j'en conviens. Mais il faut aussi être conscient qu'en 2024, avec le financement qui est un petit peu plus difficile et les investissements aussi, on n'a plus le même luxe qu'on avait il y a quelques années. Donc, chaque décision que vous prenez, chaque nouveau marché que vous envisagez doit être prise avec beaucoup, beaucoup de réflexion. Donc, priorisez les canaux avec une bonne marge de profit net, les bannières avec lesquelles vous performez actuellement. Donc, si vous êtes présentement avec IGA au Québec, tentez de pouvoir étendre la distribution à travers le national aussi. Ça va vous permettre d'éviter certains frais, donc comme des frais de listing, par exemple, en double. Et aussi, ça vous permet de profiter des relations que vous avez présentement dans votre marché pour pouvoir les étendre à travers une nouvelle région. Mettre en place un plan stratégique clair et réalisable. Rappelez-vous que si c'est trop beau pour être vrai, ce l'est probablement. Donc, il faut ajuster les attentes et le plan d'action en conséquence pour faire en sorte que vous avez des attentes claires et que aussi les différents intervenants qui vont être dans votre dossier, que ce soit au niveau de la bannière, votre courtier ou votre distributeur, bien, ils vont embarquer et vont y croire aussi. Il n'y a rien de pire que d'arriver à un acheteur et de penser que vous allez pouvoir aller chercher le rêve, mais que vous ne savez pas comment vous y rendre. Vous perdez tout type de crédibilité. Communiquer, décliner votre plan d'action aux différents intervenants. Encore une fois, je reviens un petit peu là-dessus. Écoutez les partenaires, les courtiers, les distributeurs que vous avez. Posez des questions. C'est des gens qui ont énormément d'expertise, mais qui n'ont pas toujours le temps et ne vont pas nécessairement prendre les devants pour vous donner cette stratégie-là ou cette expertise qu'ils ont depuis plusieurs années. Mettez en place une structure de suivi serrée, que ce soit hebdomadaire, bimensuel, mensuel. Faites en sorte que vous avez une structure de suivi avec vos différents partenaires de distribution de courtage pour faire en sorte que les objectifs sont atteints, que ce soit à travers un gestionnaire de projet comme Monday ou Asana ou quoi que ce soit. Prenez en charge de votre développement des affaires et ne laissez pas les gens prendre le contrôle du narratif de votre entreprise. C'est la pire chose que vous ne pouvez pas faire. Dernière petite chose aussi, deux petites dernières choses, c'est marchandiser correctement et envisager d'autres créneaux. Il y a le food service qui est très, très, très populaire aussi. Il y a le domaine des indépendants. Il y a le e-commerce aussi qui est encore très, très, très populaire aussi. Il y a d'autres créneaux qui sont peut-être moins traditionnels que le commerce au détail qui peuvent être envisagés et qui doivent, à mon avis, faire partie aussi de l'évaluation de votre marché. Quelques petites checklists aussi pour les sales sheets, la structure de prix. Et je voudrais passer, dans le fond, en finissant là, sur les astuces en marchandisage aussi, parce que je crois sincèrement que c'est la clé pour arriver à une distribution qui est et une croissance en magasin. Ça part de la réalité que 40 des consommateurs prennent leur décision d'achat en fonction de la disponibilité du produit en magasin, mais que 57 des consommateurs arrêtent d'acheter un produit lorsque les concurrents offrent une meilleure expérience de présentation en magasin. Ce que ça veut dire, marchandiser votre produit correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs différentes choses aussi. Il y a différents partenaires de marchandisage qui peuvent vous supporter à travers votre croissance au Canada. Hive Naturals est un partenaire qu'on utilise et qu'on réfère souvent aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que les priorités 1, 2, 3 que vous voyez à l'écran sont respectées. Est-ce que le planogramme est respecté? La réalité, c'est que quand vous pénétrez un nouveau marché, autour de 20 à 30 des planogrammes vont être respectés dès le début. Donc, ça, c'est dans le meilleur des mondes en tant que tel. Ça prend beaucoup de travail
de développement de relations, d'éducation avec je dis le staff, mais le personnel de magasin pour arriver justement à une distribution qui va permettre une croissance dans ce nouveau marché-là. Donc, si vous posez la question 6 mois ou 8 mois après la pénétration de votre marché, que vous posez la question pourquoi est-ce que je ne suis pas en croissance comme je pense l'être ou que je le suis au Québec, comme lorsque vous avez lancé votre produit originalement, bien, une des bonnes pistes de solution, c'est de vérifier que votre marchandisage en magasin, il l'est présentement. La distillerie Mariana, qui est une entreprise là, qui réussit très, très bien dans un domaine de l'alcool qui est très compétitif, fondateur a carrément déménagé dans le nouveau marché pendant 3 mois, si je ne me trompe pas, pour aller développer ce marché-là, puis s'assurer que les différentes initiatives qu'il prenait en charge étaient faites correctement. Donc, ça fait en sorte que l'engagement avec les magasins et les partenaires de distribution, bien, ils voient qu'il y a du sérieux aussi, là. Donc, bref, quelques petites meilleures pratiques en marchandisage, le respect du planogramme, les prix, la rotation du produit, les espaces dédiés aux produits sur les étagères, placement secondaire, donc placement à bout d'allée, des présentoirs ou même des placements secondaires dans le prêt à manger, ça peut toujours être quelque chose qui est très, très, très utile. Et la priorité numéro 3, qui est le support visuel, marketing en magasin, s'assurer que ce que vous investissez avec la bannière à travers des EDLP ou des circulaires ou quoi que ce soit, ou des supports promotionnels en magasin, bien, il faut que ça soit mis en place aussi. Et c'est faux de penser que l'exécution doit toujours être faite parce qu'on est en Ontario et parce qu'on est en Colombie-Britannique. C'est géré par des humains. Les humains sont imparfaits et on est toujours en crise de main-d'œuvre aussi dans les magasins. Donc, ça fait en sorte que l'exécution n'est pas toujours faite parfaitement. Donc, bref, ça fait un petit peu le tour de ce côté-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps là, de pouvoir m'écouter aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à pouvoir me contacter. J'espère que ça a pu rajouter là, quelques cordes, quelques flèches à votre arc. OK. Merci beaucoup. Vraiment magnifique. Merci. Si vous me voyez en train de faire un petit peu je regarde par là, c'est parce que j'ai des collègues qui sont en train de me dire, même Scott qui parle pas français, mais qui a la traduction de Zoom, qui est pas parfait, qui fait rire quand même des commentaires, mais il dit vraiment les 2 présentations, plein d'informations, pas juste pour les gens d'ici, mais pour nos autres membres à l'extérieur du Québec. Vraiment 2 présentations plein de, comme on dit en anglais, désolé gang, golden nuggets pour tout le monde. Merci beaucoup. Quelques petites questions qui sont rentrées. Distributeurs, on a parlé des grandes épiceries, les Loblaws de ce monde. On a parlé aussi des couche-tard, nos dépanneurs. Est-ce que c'est le même distributeur ou on devrait peut-être passer par différents pour rentrer dans ces portes-là? Parce que qu'est-ce qui est genre station-service, 7-Eleven, couche-tard, est-ce que c'est différent qu'un Loblaws ou Oui. un Tao ou un Avril? Habituellement, dans le domaine du dépanneur, c'est un domaine qui a énormément de points de vente. Donc, ils ont besoin de distributeurs qui sont dédiés strictement à leur bannière. Donc, dans l'Ouest, excuse-moi, tu vas avoir Wallace & Carey qui a été racheté par 7-Eleven qui se fournissent, dans le fond, toutes leurs bannières en tant que telles. Je sais qu'il y a eu une restructuration récemment, donc je ne sais plus s'ils font du wholesale, donc ils fournissent à d'autres dépanneurs indépendants. Mais OK. si on veut rentrer chez 7-Eleven, c'est strictement à travers Wallace & Carey. Même principe pour Circle K dans l'Ouest et en Ontario. On parle de Core-Mark. Core-Mark est un distributeur là, super populaire également. Faites attention aux différents programmes, aux différents coûts qui sont là. C'est des coûts qui sont déjà très, 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 très dispendieux, en plus de la marge que Couche-Tard demande ou même Circle K. Circle K, écoute, tu peux t'attendre à un minimum de 40 tout dépendamment de la catégorie. Dans le breuvage, on va parler de 50 donc, si tu arrives comme étant un nouveau produit en tant que tel, c'est quand même quelque chose à considérer aussi. C'est pas que ce n'est pas atteignable, mais c'est qu'il faut faire preuve d'une bonne technique de négociation aussi. Au Québec, ça va être Couche-Tard à travers, par exemple, leur centre de distribution. Parkland, en Ontario, on parle de Sobeys Wholesale, qui est vraiment leur distributeur OK.
choix. Sobeys Wholesale va pouvoir fournir là, les produits à Parkland. Donc, si jamais vous êtes déjà chez Sobeys, vous pouvez profiter de la discussion avec Parkland pour demander à ce que Sobeys Wholesale puisse activer la distribution dans leur système et de suivre la procédure en conséquence là, pour pouvoir livrer, j'allais dire shipper, livrer à leur entrepôt de wholesale aussi en Ontario. Fait que c'est OK. quelques petits trucs comme ça qui peuvent être utiles. Non, je pense que c'est d'informations importantes parce que quand on commence à grandir comme ça, tu sais, mais vous deux, vous l'avez dit, hein, d'avoir une maîtrise sur votre marché, de votre produit ici, chez nous, avant de penser que voir des étoiles ailleurs parce que c'est différent, c'est pas tout le temps simple. Puis on a vraiment besoin de développer d'autres relations aussi pour faire ça. C'est une question vraiment qui vient de moi, mais quand tu as fait genre des différents étapes chez le Costco, à côté de chez nous, il y a tout le temps les gens de Costco qui donnent des petits échantillons de sampling. Moi, je ne sais pas qui paye pour ça. Ben, j'imagine, on a vu Jake avec Midday Squares faire un tour des Costco pour faire des échantillons de leurs produits. J'imagine qu'il y a un coût à ça. Est-ce que ça vaut la peine de donner de produits je veux dire, il y a un coût? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les gens vont prendre un échantillon puis ils vont vraiment aller acheter le produit ou il y a d'autres façons? Est-ce qu'il y a mieux, tu sais, comme des meilleures façons d'investir dans le marketing que donner des produits gratuits? Moi, si je peux répondre, je ne sais pas si Sandrine, Ouais. tu peux répondre, là, mais écoute, moi, je suis un fervent, un firm believer que tu ne réinventes pas la roue. Tu veux qu'un consommateur achète ton produit, il faut qu'il teste. S'il ne l'a pas testé, il ne sera jamais capable de l'introduire dans ses habitudes de consommation. Déjà que c'est difficile de maintenir des habitudes de consommation aujourd'hui à cause de plusieurs facteurs qu'on a parlé aujourd'hui, l'inflation entre autres. C'est déjà un très gros défi aussi d'adopter un nouveau produit dans son alimentation quotidienne. Fait que moi, je disais toujours, c'est si tu as une opportunité, si tu me donnais le choix entre investir en marketing numérique ou à travers des influenceurs ou quoi que ce soit, je te dirais, screw that, va mettre tes deux pieds dans un magasin et donne le plus de produits que tu peux possible en connectant avec ton consommateur. Aujourd'hui, si tu veux pénétrer dans le marché, surtout bio ou alimentaire, quoi que ce soit, il faut que tu passes à travers le bloquant du prix. Donc, le prix est déjà quelque chose qui est, le premium est déjà plus fort. Donc, tu dois trouver un moyen de connecter avec ton consommateur. Si tu ne connectes pas avec ton consommateur, personnellement, mais deux, avec la qualité de ton produit et avec le produit en tant que tel, donc le positionnement, qu'est-ce que tu offres à ton consommateur, les chances sont que tu vas te perdre sur l'étagère et que le produit ne va pas se faire acheter. Merci parce que ça ramène beaucoup de valeur. Sandra nous a donné vraiment une liste des différents shows à travers le Québec. Je pense que c'est Manger Santé ici à Montréal aussi, qui est vraiment le fun. Un show de consommateur vaut la peine. Le billet, il n'est pas cher. Je pense que ton prétend. Je vais vérifier la date, en tout cas, vaut la peine parce que avec tous ces shows-là, c'est un investissement. Oui, il y a un coût à ça, mais les consommateurs vraiment rentrent, passent la journée dans la salle, peuvent vraiment goûter, toucher, sentir, avoir l'histoire émotionnelle qui vient avec le produit. Alors, peut-être ça apporte beaucoup de valeur à ce que Sandrine nous a dit. Merci, merci beaucoup. Puis moi, je veux tout goûter. Alors, allez-y au show, puis je vais passer, je vais faire le tour, je vais goûter à vos produits. Dernière petite question, peut-être, dépendamment qui peut peut-être répondre. Financement, on retombe dans le financement, c'est sûr, les gens ils ont besoin d'aide des startups. Est-ce que ça prend longtemps? Genre un calendrier, quelqu'un qui veut comme vraiment démarrer ou avoir assez de comme income, cash flow pour être capable de faire cette expansion-là à Ontario, on va dire, qui demande de financement qui est accepté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on s'assoit sous nos doigts et on attend 1 an? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que quelqu'un a une idée ballpark de l'aide de financement qui est donnée dans le secteur? Est-ce que c'est rapide ou on a Au jamais... niveau Ça des dépend aides des financières? programmes, là. Ouais, vas-y, Sandrine. Ouais. Ouais, l'aide financière, c'est quelque chose qui est assez rapide que les gens peuvent vraiment le calculer dans leur processus ou c'est vraiment une ligne d'attente Euh, et on n'a pas de date?
C'est sûr, je vous dirais c'est un bonus là, parce que OK. ça reste des décisions politiques aussi, puis ça dépend des budgets du gouvernement. Tu sais, nous, on a des fonds, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Il y en a Donc, plus. c'est ce qui est arrivé présentement. Tu sais, il y a eu beaucoup de demandes, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais reste que, c'est ça, je le mettrai pas de façon permanente parce qu'on le sait pas. Mais c'est sûr que c'est une aide. Puis après ça, le traitement en tant que tel, ben, dépendamment du programme, c'est pas nécessairement long. Tu sais, au niveau de l'aide financière pour le Québec, le développement de la grande distribution au Québec, puis le SEB, qui est soutien aux exploitations bioalimentaires, c'est pas, tu sais, dépendamment des échanges au niveau des documents, c'est nous, de notre côté, l'analyse, ça prend 2 semaines. Après ça, c'est sûr il y a des délais administratifs, mais je- c'est pas quelque chose qui est tant long. Mais tu sais, si on regarde des aides financières au niveau de la production, c'est beaucoup plus complexe à obtenir. L'achat d'équipement, ça se fait pas d'un jour à l'autre. Fait que, OK. Fait que Hmm. comme tu dis, c'est un bonus, mais on se base pas ouais. notre plan de match sur avoir Ah, l'aide financière. C'est vraiment, En comme tu as bonne dit. pratique aussi, là, dans la Mhm. gestion financière aussi, dans sa gestion financière, tu sais, lorsque tu fais ta révision stratégique pour l'année prochaine, mais habituellement, tu essaies de faire une révision des différentes subventions potentielles, de, Mhm. te de te donner un lead time avec la planification de tes différents projets que tu voudrais qui puissent être supportés par ça aussi, mais aussi avec un plan A, B et C si jamais ça ne fonctionne pas aussi non plus. Donc, tu sais, si tu fais une planification stratégique pour tu sais, ton expansion en Ontario, quoi que ce soit, puis que tu as besoin d'un certain programme, un certain programme gouvernemental, bien évidemment, ça ne fait pas partie de tes priorités parce que ben, tu ne veux pas non plus faire mal à ton entreprise dans ton territoire que tu as présentement, là. OK, Puis parfait. j'ajouterais que c'est pas le ce programme que j'ai mentionné, c'est un programme provincial, mais il y a d'autres options, comme lorsque le nôtre est fermé, il y a le programme qui est d'investissement à Québec du ministère de l'Économie qui est ouvert pour les entreprises bioalimentaires. Puis autrement, pour tout ce qui est à l'extérieur du Canada, il y a CanExport aussi qui est un programme fédéral. Donc, ça, c'est d'autres options aussi à regarder. Mais aussi, toujours vérifier, nous, on a une année financière. En fait, le 31 mars, c'est là qu'on révise. On a quand même un budget qui est un peu avant. Fait que regardez autour de ces dates-là, vous faire une idée si les programmes, il y a des annonces qui ont été faites, s'ils vont être lancés. OK. Non, c'est super comme information. On a aussi, pour les gens qui n'ont pas pu écouter la session en anglais ce matin, CHFA, on a aussi le programme Agri-Marketing. Mm. Si vous voulez Mhm. faire export en Ontario, on ne peut pas vous aider, mais pour aller en Taïwan, en Hong Kong, on peut quand même aider nos membres avec ça. On a de l'aide financement avec notre programme Agri-Marketing. Alors, on a dépassé le temps, mais je nous a presque forcé de passer le temps avec les questions, mais vraiment, merci beaucoup. On a hâte de partager l'enregistrement avec les gens qui ont été enregistrés. On sait que les gens sont occupés, ils attendent tout le temps écouter ça pendant qu'ils fassent le souper le soir, mais c'était plein de bonnes informations. Les gens vont prendre des notes, ils vont les réécouter à plusieurs reprises, j'en suis certain. Alors, merci, merci, merci beaucoup à vous deux. Pour les gens, ben, nos membres, parce que c'est surtout nos membres, mais pour les gens qui vont être à Toronto, à notre show, oh my God, je pense que c'est la semaine prochaine. Déjà, le 20, vendredi le 20, on a Victoire Antoine qui va venir encore une fois m'en parler, mais là, on fait le contraire. C'est une session qu'on va faire en anglais, mais on va inviter, donner les infos à les gens de l'extérieur de Québec qui veulent vraiment faire affaire et vendre leurs produits organiques, naturels, de santé ici au Québec. Alors, on va comme flip it, on va changer de langue, on va changer qui va nous écouter, mais on va donner les informations aussi importantes pour les gens qui veulent offrir leurs produits à les gens d'ici chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a de quoi, envoyez des courriels à info@chfa.ca avec vos questions et on va être certain d'être en contact avec Victor Antoine ou Sandrine pour avoir des réponses pour vous. Merci d'être là. Merci à vous deux. Je vous souhaite tous une belle journée ensoleillée. Il fait 16 degrés à Montréal, mais il fait beau dehors. On va aller en profiter un petit peu. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Bye. Bye bye. Au revoir.